Bienvenue et merci d'être là en direct sur LN24 pour une nouvelle semaine 100% belge. 100% à vos côtés, 100% sur le terrain, 100% aussi à votre service. Nous serons ce soir du côté de Liège. Pour la grande affaire, les commerçants liégeois se rebiffent contre l'interdiction de fumer en terrasse qui va arriver d'ici quelques mois désormais. Oui, d'accord, disent-ils, mais si on interdit la toxicomanie en rue aussi. Pas de tabac, donc pas de drogue, c'est le deal qu'ils proposent. Est-ce qu'il faut signer ou pas? On posera la question dans un instant. Nous parlerons aussi d'un homme qui fait sensation du côté de Bruxelles, Christophe de Beukelaar. Il était destiné à devenir ministre du gouvernement bruxellois, sauf que voilà qu'il quitte la politique dégoûté. Nous aurons des explications sur sa décision, mais aussi peut-être sur la carrière qui l'attend. Nous partirons toujours du côté de Bruxelles, aux côtés du Manneken-Pis. C'est l'information du week-end, il a été vandalisé, et pas de n'importe quelle façon, puisque le voilà rebaptisé aux couleurs du drapeau flamand. Faut-il y voir un message politique ou pas? Nous serons sur place avec Émile Taureau dans quelques instants. Et puis c'est le Cirque du Soleil qui fait son grand retour en Belgique. Ils seront là jusqu'au 9 novembre prochain, avec un spectacle qui a déjà réuni des millions et des millions de spectateurs à travers le monde. L'Ancien et le Nouveau Testament qui vont se côtoyer. On en parlera ce soir avec l'apôtre, le disciple, Fabrizio Buccella, le roi de la science. Nous en parlerons aussi avec Carole Teruzzi, la grande, la seule et l'unique Carole. Non, il y en a une deuxième, on vous la présente dans quelques instants. Il y aura évidemment notre journaliste économique numéro 1, notre choix du cœur. Et puis Carole Zanin qui sera de la partie aussi ce soir. Bienvenue dans 100% Belge, épisode numéro 11. C'est pour rire, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette se paye. Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie. On présente d'abord nos excuses à la femme d'Antonin Marsac ce soir, qui a accepté qu'il change son agenda parce qu'il était prévu demain. Il revient ce soir exceptionnellement. Vous avez une femme extraordinaire. On doit le dire à l'antenne ce soir pour éviter tout problème de retour à la maison. Je voudrais, bah oui, vous voilà sauvé, et nous aussi par la même occasion. Je voudrais qu'on fasse quand même un point sur la situation en France. Vous savez qu'on a beaucoup parlé du mouvement Bloquons tout. Voilà la version sympathique du mouvement, avec les vélos qui déambulent dans le tout Paris ou plutôt dans la toute Savoie. Il y a la version un peu plus courroucée, un peu plus violente. On a découvert, professeur, la version junior du mouvement Bloquons tout avec ces images. Ce sont des enfants qui s'entraînent avec des balles en mousse à déjà manifester. L'école de la manifestation. Oui. Qu'est-ce que ça inspire au professeur que vous êtes ce soir? Bah là, je suis un peu le bec dans l'eau, si vous voulez. Mais alors, ce que ça m'inspire, c'est que, entre guillemets, ça sert à rien. Parce que la physique dit que pour étudier la quantité de mouvement, il faut avoir, entre guillemets, une vraie masse en main. Si vous avez une masse en mousse, entre guillemets, ça ou rien, c'est le risque. Ah ben, il faut peut-être prévenir les parents. Ce ne seront pas des futurs manifestants bien rodés, puisque le professeur de physique vient de vous le signaler. Tout ça ne sert à rien. Carole, choquée ou pas de voir des enfants faire ça? Comprennent-ils ce qu'ils font? Pourquoi? La cause? Est-ce qu'on leur a expliqué? Je pense que c'est pas de leur âge. Ils ont bien d'autres choses à faire que d'aller taper sur... Et bonne ou mauvaise nouvelle, Carole, des enfants comme ça, on n'en a pas trouvé en Belgique. Ah oui. La preuve, avec les visages à la une chez nous, et ils sont peut-être aussi chez vous. Avec trois visages qu'on voulait absolument mettre en avant ce soir. D'abord, vous l'avez compris, celui de Christophe de Beukelaar. C'est l'homme politique qui choisit de renoncer à la politique alors qu'il était destiné à être ministre. Yoko, nouvel élève dans une classe du côté de la Louvière. Oui, ce n'est pas une blague. Un chien va désormais assister aux cours aux côtés des enfants. Et puis, Jonathan Rigaud, la star des pépiniéristes qui reste en prison, mais qui en plus de ça, voit sa société couler. On en reparlera dans un instant. D'abord, je voudrais qu'on s'arrête sur Christophe de Beukelaar. Vous l'avez beaucoup vu faire le tour des plateaux télé, y compris sur LN24. Il était dans les petits papiers pour être membre du futur gouvernement bruxellois. On le prédestinait d'ailleurs même à un avenir de ministre, voire de vice-premier ministre, en tout cas au niveau du gouvernement. Et puis voilà qu'il y a quelques mois sur le plateau d'LN24, il se disait relativement confiant pour la suite. En tout cas, on avance. Je pense que ça fait du bien de voir enfin des textes sur la table, une capacité à proposer des projets. Enfin, quand on le poussait un peu dans ses retranchements, quelques minutes après, il disait on avance, mais peut-être pas tant que ça. À un moment donné, si les hommes et les femmes politiques autour de la table continuent à appuyer leurs différences au lieu d'essayer de chercher ce qui les rassemble, eh bien, on va jamais y arriver. Et puis voilà ce qu'on apprend ce matin en ouvrant la Libre Belgique, même pas besoin de l'ouvrir, c'est en une. Il annonce qu'il quitte la vie politique. Je sens, dit-il,
que j'ai besoin d'autre chose. Cela fait 12 ans que je fais de la politique. 12 ans, dit-il, je serais probablement devenu ministre, mais j'y renonce. Antonin, quand il quitte comme ça la politique, rappelons qu'il était, je crois, échevin ou conseiller communal et en plus de ça, député en attendant peut-être de devenir ministre. Il va partir sans aucun avantage, sans aucune indemnité, il renonce à tout. Exactement, il renonce à tout, aucune indemnité. Pour le poste de député, par exemple, on sait que les députés ont droit à une indemnité quand ils ne sont pas réélus, par exemple. Mais là, c'est un départ volontaire, donc le règlement est très clair, on l'a quand même parcouru avec Christophe de Beuquelaar lui-même d'ailleurs, qui me l'a envoyé. Il n'a pas d'indemnité de départ, donc c'est parce que c'est un départ volontaire. Et il peut y avoir des indemnités en cas de départ volontaire, mais en cas de force majeure. Alors, avec une histoire personnelle, familiale, quelque chose. Il y a plein de forces majeures possibles. Alors là, pas de gouvernement à Bruxelles. Est-ce que c'est une force majeure? Je serais lui, peut-être que je dirais que c'est une force majeure, mais non. Voilà, plus sérieusement, il n'a pas d'indemnité de départ. Alors il y aura forcément une pension. En tant que député, il a droit à une pension qui sera calculée 4% de sa rémunération par année. Enfin bref, voilà. Oh, il n'est pas resté super assez longtemps pour que ce soit vraiment très intéressant. Pas la pension d'Herman de Croo. Mais disons qu'une bonne pension de député, c'est quand on fait 20 ans, on a droit à 80% de sa rémunération en pension. Bref, voilà. Mais en tout cas, pas d'indemnité de départ pour Christophe de Beuquelaar. Il connaît quand même tout le monde. Carole Antonin a un petit coup de fil et voilà Christophe de Beuquelaar qui lui envoie le règlement. Il est à tuer à toi avec le gratin. Son répertoire est rempli. Impressionnant. Il a du réseau, il a du réseau. Et il a les bitcoins, Christophe de Beuquelaar. Donc on a beaucoup parlé bitcoin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je vous le dis, demain il rencontre un ministre-président. Non, c'est pas un ministre-président, un ministre tout court. Un ministre tout court. Il va devenir ministre, qui va devenir ministre. Il va remplacer Christophe de Beuquelaar. Christophe de Beuquelaar. Alors part-il avec l'assurance d'avoir quelque chose? La rédaction de la Libre lui a évidemment posé la question. Alors oui, aujourd'hui je décide donc de quitter la vie politique, en tout cas de faire une grande pause. Donc je quitterai mes mandats politiques le jour où il y aura une solution à la crise, mais je l'annonce dès aujourd'hui pour que on puisse mettre les choses en place au sein de mon parti et que ça puisse peut-être aussi servir d'électrochoc pour les négociations bruxelloises. C'est le moment de mélanger la politique et la science. Oui. Parce que vous aurez entendu qu'il ne dit pas « je pars définitivement ». Professeur, oui. Il dit « je vais faire une longue pause ». Partir et faire une longue pause, qu'est-ce que la science logique dit par rapport à ça? Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas? Mais écoutez, la science dit que la force, c'est la dérivée du potentiel. Or, le potentiel, c'est la pente naturelle des choses. Cela signifie que si son potentiel à lui, c'est de faire la politique, à un moment donné, la force va le rappeler vers la politique. C'est dit par la science. Donc, scientifiquement, on peut dire que cette retraite est bidon. Non, c'est la science qui le dit. Non, la science dit qu'il suit sa pente naturelle et que peut-être sa pente naturelle pour l'instant c'est de faire une pause et après c'est de continuer. Alors, monsieur de Beuquelaar, si vous nous regardez ce soir, sachez que la science ne croit donc pas à votre retraite. Vous allez revenir en politique tôt ou tard, malgré le fait, et vous le dites d'ailleurs dans la Libre encore, j'ai des pistes dans l'entrepreneuriat, dans l'associatif, mais encore rien de concret. La pente naturelle va le ramener où il doit revenir à un moment donné. Vous n'y croyez pas non plus, Carole? Non. La science n'est pas passée par là, mais vous savez qu'il a ça dans les tripes. Mais écoutez, quand on aime quelque chose, on y revient à un moment donné ou à un autre. Après 12 ans, peut-être qu'on va revenir. En parlant d'aimer quelque chose, certains, et ça n'a rien à voir, aiment beaucoup les animaux, y compris dans les écoles. Je voudrais qu'on vous présente le deuxième visage du jour. Il ou elle s'appelle Yoko. Yoko est désormais membre officiel de l'école communale Jolimont du côté de la Louvière, une super école où on tente d'innover en matière d'enseignement. Voilà ce qu'on apprend dans la DH du jour. Yoko fait son entrée en classe et viendra, je crois, tous les mercredis. C'est une initiative de l'institutrice Wendy qui le dit. Ça a du bien fait pour les enfants, tout ça. Beaucoup d'enfants vivent des situations difficiles, parfois sans cadre, sans repère. L'animal peut les aider à retrouver ses normes et à canaliser leurs émotions. Et elle rajoute, il est d'ailleurs intégré dans les cours, ça va vous intéresser, ça, professeur. Les statistiques sur les abandons d'animaux vont devenir des exercices de maths, tandis que la rédaction d'un avis de recherche pour chiens perdus va servir de support aux Français. Juste une question, Carole. Est-ce que tous les parents, je dis bien tous les parents sans exception, ont dû donner leur accord pour que ce nouvel élève fasse partie de la classe ou pas? Eh bien Thibault, oui. Tous, sans exception, mais il y a des étapes avant. C'est un projet qui a été conçu, élaboré minutieusement par Wendy, on l'a dit. Ce projet, elle l'a présenté à la direction, qui a dit oui, ils ont été super enthousiastes. Et puis ça passe par le pouvoir organisateur, qui lui aussi a validé ce magnifique projet, que je salue au passage. Et puis, dans le courant de l'année, ça s'est fait, je pense, au printemps de l'année passée, ce projet a été présenté aux parents. Et tous ont dit oui, ils ont été tous hyper enthousiastes à l'avenue de... Il fallait l'unanimité. Il fallait l'unanimité, sinon le projet est annulé. Et puis Wendy
Wendy l'a dit, c'est vraiment un levier au niveau des apprentissages. Ça aide les enfants à se responsabiliser, ça les motive. Je sais que Mosca est passée par notre petit studio vert. Je pense que elle a dissipé les esprits. Mais elle voudrait bien revenir d'ailleurs. Yoko, ici, cette chienne, je pense que c'est une chienne puisque ça fait référence à l'héroïne Yoko Tsuno de la BD. Eh bien, elle va être un petit peu la meilleure amie, évidemment, des élèves. Je peux vous raconter un truc sur Mosca. Mosca est donc le chien de Fabrizio, qui est venu en studio vendredi dernier et reviendra si tout se passe bien. Je dois quand même vous confesser que la sortie du studio de Mosca a été particulièrement compliquée. Professeur, vous l'avez quoi cherché pendant à peu près 1h30 dans le voisinage? Quasi, mais enfin, oui, en fait, elle a réussi à casser. La télé rend fou, hein. C'est la preuve. Elle est sortie, elle a réussi à se détacher de son bazar et elle est partie. Elle est partie jouer. Enfin, elle voulait bien que je cours après, mais alors après, on était. Je pense que la télé est montée à la tête de Mosca. Qu'est-ce que vous voulez? Tiens, tant qu'on est dans le registre animalier, je voudrais qu'on prenne absolument des nouvelles d'un autre chien, Paco, dont on vous a parlé vendredi. Vous vous souvenez de Paco? Sa maîtresse l'avait abandonné alors qu'elle devait prendre l'avion avec lui. On lui avait dit non, pas possible d'embarquer votre chien. Figurez-vous qu'elle l'avait planté dans un taxi, direction le refuge de V-Wade, où, aux dernières nouvelles, ce chien était toujours présent. On a eu des nouvelles. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonne ou mauvaise nouvelle d'ailleurs pour Paco? Eh bien, très bonne nouvelle pour Paco. Donc, j'ai pris contact avec Madame Nolf, qui est la chargée de communication du refuge de V-Wade, et elle m'a annoncé que samedi matin, eh bien, ça y est, il y a des proches à la propriétaire qui sont venus chercher Paco. J'insiste sur le fait que ce soit des proches, parce qu'en fait, ce n'est pas des gens qui vivaient sous le même toit. Ça n'a rien à voir avec la propriétaire, mais ça permet au chien de trouver une stabilité et de retrouver des gens qu'il connaît. Et donc, un petit peu après ce choc, parce que pour un chien, de se faire trimballer dans un taxi et puis de se retrouver dans un environnement qu'il ne connaît pas, évidemment, ça a été un choc. Et donc, voilà, bonne nouvelle. Lui, le voilà bien heureux à la maison, il est content. Et puis, eh bien, sachez que le chien ne retournera pas jamais chez sa propriétaire parce que, elle a signé donc un document qui a permis de donner le chien à ses fameux proches, mais aussi maintenant, il vit définitivement en République dominicaine. Donc, il devait partir habiter avec lui en République dominicaine. Le sort en a décidé autrement. Ça n'empêche en rien la contestation par rapport à son comportement. Et Dieu sait si vous avez été très nombreux à être outrés face à cet abandon. J'espère qu'avoir fait marcher un tout petit peu le tam-tam dans cette émission a aidé à résoudre le dossier. Autre visage qu'on voulait mettre au cœur de l'actualité ce soir, c'est le visage de Jonathan Rigaud. Qui est Jonathan Rigaud ? C'est la star des pépiniéristes. Chaque fois qu'il y avait un sujet, pépinière, sapin de Noël ou autre, c'est lui que les médias allaient interviewer. C'était le porte-parole du secteur. On remarque même que la Libre Écho, votre Libre Écho, Antonin, faisait appel à lui. Il était l'invité de la Libre Écho dès qu'il s'agissait de parler du business du sapin. On sait que cet homme est soupçonné, et je dis bien soupçonné, de faits très graves, de viol avec violence aggravée. Voilà qu'on apprend dans l'avenir notamment qu'il reste en détention, mais qu'en plus de ça, sa société est en faillite. Alors là, professeur, on se permet de vous interpeller là-dessus parce que on se dit, qu'est-ce qui se passe quand cet homme est en prison? Forcément, il ne peut plus travailler, son entreprise, elle ne tourne pas, mais est-ce qu'on suspend les cotisations? Est-ce qu'on lui donne un petit coup de main pour qu'à la sortie éventuelle, son activité économique puisse reprendre ou pas? Écoutez, là aussi, j'étais le bec dans l'eau, parce qu'entre guillemets, c'est pas du tout mon rayon d'action, mais donc j'ai contacté une star du barreau, donc maître Alexandre Gublet, qui m'a expliqué qu'en vérité, un détenu en préventive ou même définitivement jugé conserve sa capacité juridique, sauf si le tribunal en décide autrement. Donc, quelque part, ce monsieur a toujours la possibilité de gérer sa société à distance, sauf qu'il n'a pas la possibilité pratique de participer à aucune réunion, ni même par Teams. Livrer les sapins, là, ça va être compliqué. Et pour gérer les sapins, c'est compliqué. Alors, par contre, le Code des sociétés prévoit des possibilités de donner des mandats. Par exemple, que lui puisse donner mandat, que la société accepte le mandat. Donc, il pourrait donner mandat à une personne de confiance pour gérer les affaires en son nom. Ça c'est possible. Mais donc, en tant que tel, un détenu n'est pas... on n'a pas supprimé ses droits parce qu'il est en prison. Et donc, ici, pour l'instant, il est d'ailleurs en préventif. Je ne pense pas qu'il ait encore été définitivement jugé. Et je me permets, pour équilibrer les choses, de glisser les propos de son avocat qui est un petit peu remonté contre ses conditions de détention. Voilà les propos de Marc Cotten. Mon client reste sur ses positions. Il reconnaît, oui, une partie des faits, mais nie les faits les plus graves. Et il déplore qu'il soit maintenu, selon lui, dans des conditions inhumaines. On suivra le dossier, mais vous l'avez compris, la pépinière, c'est au moins temporairement terminé pour lui. Voilà pour les visages qu'on voulait mettre à la une ce soir. Continuons à rester en Belgique et à faire le tour du pays en passant peut-être près de chez vous.
Avec 3 escales au minimum ce soir, nous serons à Herbemont. Oh, figurez-vous que personne en un an n'a écopé d'une amende pour excès de vitesse. C'est un petit miracle qu'on tentera d'expliquer à Vresse-sur-Semois, où il y a un record d'acheteurs flamands. Et puis nous irons du côté de Wavre, qui se prépare à accueillir la Coupe du Monde de hockey. Ouais, mais les riverains et les commerçants ne sont pas forcément contents. Avant ça, première escale au centre du Bruxelles, où on est tombé sur cet article. Le Manneken-Pis en personne a été victime de vandalisme. On retrouve sur place Émile Taureau. Émile, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors en effet Thibaut, je me trouve ici devant le Manneken-Pis, il est juste derrière moi. Aujourd'hui il y a eu plusieurs salutations, mais c'est pas de ça qu'on va parler. On va parler d'actes de vandalisme qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. En effet, le Manneken-Pis a été recouvert de peinture, et le moins qu'on puisse dire c'est que ces actes de vandalisme ont lieu de manière relativement fréquente, voyant avec les commerçants de la rue. Bon allez, pas souvent, mais ça arrive quand même, c'est arrivé la semaine dernière, où un mec est monté sur le Manneken-Pis, il avait des habits multicolores, il est monté sur le Manneken-Pis. Et il faisait sa petite manifestation personnelle, des droits, des libertés. Alors c'est sûr, ces couleurs noires et jaunes, elles attisent les rumeurs. D'ailleurs, on a demandé à l'ordre des moustaches, qui a un ordre donc QG dans le bar juste en face du Manneken-Pis. Franchement dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas la première fois qu'on le sabote comme ça. Je ne veux pas vraiment dire vers le jaune et noir. On ne peut pas, donc, quand on dit jaune et noir, on sait qui c'est. Bon, en tout cas, ces rumeurs, pour le moment, elles n'ont aucun fondement. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure ce qu'il en est aux côtés de la police. L'ordre des moustaches d'avoir un lien de parenté avec le professeur Buccella. Ah bon. On pourrait remonter l'arbre généalogique pour savoir si effectivement il y a quelque chose ou pas. Oui, c'est une translation du crâne vers la moustache. C'est un transfert que vous n'avez pas encore opéré, mais qui sait si un jour tout ça ne peut pas arriver. Dans un instant, nous verrons avec Émile ce qui se cache derrière ça et surtout ce que les autorités mettent en place pour lutter contre le Manneken-Pis vandalisé. Mais avant ça, on vous l'a promis, arrêt ce soir du côté d'Herbemont. Herbemont, c'est évidemment la province de Luxembourg, tranquille, paisible, région touristique par excellence. Mais voilà qu'on apprend aussi qu'à Herbemont, figurez-vous que personne n'a appuyé sur l'accélérateur, du moins en apparence. C'est l'une des 2 seules communes de Belgique où il n'y a eu aucun excès de vitesse au cours de l'année écoulée. L'échevine en charge de la mobilité, Fabienne Henrion, prend la parole en disant « un travail a été fait pour casser la vitesse aux entrées ». Ça porte ses fruits, même si, attendez, deuxième citation, les citoyens continuent de se plaindre de la vitesse des camions qui transportent le bois, et beaucoup plus de cette vitesse-là que de celle des automobilistes, mais c'est peut-être lié évidemment à leur masse impressionnante. Carole, je me permets de me tourner vers vous parce que, bon, c'est possible qu'il y ait 0 excès de vitesse. Mais certains vont vous dire, s'il n'y a pas de radar, c'est logique qu'il n'y ait pas d'excès de vitesse. Donc la vitesse est-elle contrôlée à Herbemont ou c'est juste lié au fait qu'on ne la contrôle pas, qu'il n'y a pas d'excès de vitesse? Alors, pour répondre à la question, oui, la vitesse est contrôlée à Herbemont. Donc les gens sont sages. Les gens sont sages. Il n'y a pas de radar fixe, il y a des radars parfois mobiles. Et donc, pour répondre à cette question, le chef de corps de la zone de police Semois et l'Est, Vincent Léonard, m'a expliqué, en fait, la police, elle analyse les accidents, blessés, tués. Et après cette analyse, elles analysent les causes et les endroits. Et figurez-vous qu'à Herbemont, il n'y a pas de ce qu'on appelle un point noir. Ce sont des zones caractéristiques où il y a un nombre important d'accidents par année. Eh bien, figurez-vous qu'à Herbemont, il n'y en a pas. Donc, le chef de corps me répond, donc ça ne sert à rien de mettre un radar fixe. Si on constate qu'il n'y a pas de problème, il y a des radars mobiles. Et puis, figurez-vous que la finalité, finalement, de la sécurité routière, dans l'idéal, c'est d'avoir aucun accident. Et ici, toutes les analyses ont été faites. Je propose donc des applaudissements collectifs pour Herbemont ce soir. Félicitations à la population d'Herbemont. Mais professeur, certains vont vous dire qu'il y a une injustice parce qu'il y a des grandes villes où il y a très peu d'excès de vitesse. Et comme il y a beaucoup plus d'habitants, c'est logique qu'il y ait quand même un petit peu d'excès de vitesse. Je prends par exemple Malmedy, 185 excès de vitesse sur une année. C'est pas grand-chose. Mais en même temps, Herbemont est imbattable. Que dit la science? La science dit que Herbemont est imbattable parce que 0, c'est 0. D'ailleurs, pour battre Herbemont, il faudrait aller à des vitesses négatives. Et c'est interdit par la science, because ici, vous avez la formule du module de vitesse, qui est donc une racine carrée. Donc, c'est toujours positif. Donc, c'est impossible de battre Herbemont, vu qu'il n'est pas possible d'avoir des vitesses négatives. La science peut tout. La science peut tout, une nouvelle fois. Alors, elle prouve parfois des choses qui ressemblent à des évidences, mais à sa façon. Et c'est ça qui la distingue et qui la rend à nul autre pareil. Merci pour cette démonstration une nouvelle fois, sans ambiguïté, professeur Buccella. Deuxième destination, nous allons à Vresse-sur-Semois. Vresse-sur-Semois, là encore, on s'y installe, on y va en vacances parfois. Sauf que les Flamands sont plus nombreux que jamais. Lisez cet article, ils sont plus de 37%
d'acheteurs flamands au cours des derniers mois du côté de Vresse-sur-Semois. Voilà quelques-uns des visages de ces acheteurs. On pense par exemple à Peter et Karine qui se sont installés là-bas, à Sander et Manon qui se sont eux aussi installés là-bas, ou encore à Stéphane avec 2 A qui s'est installé à Vresse-sur-Semois. Antonin, question très simple, face à une commune qui se flamandise, où on parle de plus en plus souvent néerlandais, est-ce que ça veut dire qu'au niveau de la commune on s'adapte et par exemple à l'administration, on peut aller demander ces petits documents en flamand, etc. Eh bien, face à ce grand remplacement, ouais. je plaisante évidemment, légalement la commune n'a aucune obligation, ce n'est pas des communes à faciliter, donc la commune fait ce qu'elle veut. Alors il peut y avoir des choix politiques pour faciliter des traductions à des endroits ou d'autres, mais voilà, la commune ne changera pas ses textes, et plus précisément, même les actes notariés vont rester en français, puisque c'est le français qui a la base légale. Alors il pourrait y avoir des traductions, d'ailleurs une experte de l'immobilier me disait qu'il y a souvent des cabinets de notaires qui proposent toutes les langues, l'anglais, le néerlandais, le français et même l'allemand, et qu'il y en a de plus en plus dans cette région en Ardennes. Donc vous pourrez être, si vous êtes flamand et que vous ne faites pas d'excès de vitesse, vous pourrez être accompagné facilement, mais l'acte notarié normalement sera toujours a priori en français. Et là, encore une petite chose aussi à préciser par rapport à ce chiffre, donc quasiment 40% des nouveaux acheteurs sont flamands, mais il faut quand même préciser que dans cette commune même, il y avait 29% de chute de ventes, donc il y a eu moins de ventes, et dans le total de nombre de ventes, c'était plus de flamands. Alors pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi les Wallons ont moins acheté. C'est une excellente question. Alors je fais le lien avec les excès de vitesse de tout à l'heure. Je vous jure que ce n'est pas une blague. Vresse-sur-Semois est dans le top 15 des communes dans lesquelles il y a le moins d'excès de vitesse. Il n'y a peut-être pas de zone 30. Il n'y a peut-être pas de zone 30 et surtout, il n'y a peut-être pas beaucoup d'habitants non plus, ce qui peut aider dans ce genre de cas. 3e destination ce soir. Je voudrais juste vous montrer avant la petite citation de Peter et Karine pour vous montrer que quand même, les Flamands qui habitent à Vresse-sur-Semois s'organisent. Ils ont même créé un petit groupe WhatsApp entre eux pour se retrouver de temps en temps. Une fois par an, ils organisent un verre pour tout le monde. On a bien dit pour tout le monde, y compris évidemment pour les francophones du coin. Mais avant de passer à la suite, 3e destination ce soir, nous allons du côté de Wavre. Wavre, où il se passe des choses. On attend avec impatience, du moins certains attendent avec impatience à Wavre, l'arrivée de la Coupe du Monde de hockey. Ce sera pour 2026. On pensait que ce serait l'événement qui allait rassembler toute la ville, voire toute la région, sauf que pas forcément. On apprend que des commerçants sont particulièrement remontés. On pense notamment à cette friterie, chez Maïté et Manu, qui pensent même à fermer pendant la Coupe du Monde. Ça, c'est le monde à l'envers. On se disait que ça allait être tout bénef pour eux, plus de clients, plus de passages. Eh ben non, ils pensent à fermer en cause des problèmes de circulation, ce à quoi l'échevin de la mobilité répond ceci, Benoît Ronsan. Il rappelle que la commune n'est pas organisatrice, mais cherche des solutions, notamment au niveau du stationnement. Carole, c'est quand même la commune qui est maître de dire je ferme la rue, j'ouvre la rue, je laisse le passage, je ferme le passage, même s'ils n'organisent pas, ou alors on se trompe complètement. Alors Thibaut, déjà, c'est un sujet tendu. Ouais, c'est sensible, vous avez appelé, c'est super sensible. Si je vous dis que c'est un sujet tendu, c'est un sujet tendu. Alors on va expirer, comme dirait monsieur le professeur Bouchela, on va se détendre et je vais vous expliquer tout ça calmement. Alors, il n'y a rien qui est décidé à l'heure actuelle. J'ai contacté Golazzo, qui est l'entreprise organisatrice. J'ai contacté l'échevin des sports, monsieur Kums, qui a envie d'apaiser les esprits, de rassurer les riverains. Il y aura bientôt une réunion. Elle devait avoir lieu le 18 septembre. Elle aura peut-être lieu à une autre date. On commence déjà à reporter. Ça sent le roussi, cette affaire. Mais attention, parce que le 18 septembre, la réunion, elle devait avoir lieu avec certains riverains, des professionnels de la santé, mais également les clubs sportifs. Et là, monsieur Kums me dit, attention, peut-être que cette réunion, elle aura lieu avec tous les riverains. Voilà, pour mettre carte sur table, pour un petit peu apaiser les esprits. Rien n'est encore décidé. Il y aura peut-être des parkings de délestage. Ils veulent une négociation. Ils veulent une concertation. Ils sont en négociation actuellement. Et ce qu'ils veulent, c'est que les riverains, finalement, ils veulent faire moins de dégâts possibles. On a su également à Paris, tout le monde en faisait un tollé. Vous allez voir qu'ici, ça va faire la même chose. Après la Coupe du Monde... Vous pensez qu'après, tout le monde sera content, mais quoi. Bien sûr. Donc, voilà, ne réagissons pas sous le coup de la colère ou sous le coup d'une émotion. Non. On s'apaise. Ici, l'heure est à la négociation. Et quand tout cela sera discuté après la réunion, eh bien... il y a un espoir, c'est que la friterie chez Maïté et Manu soit ouverte, ouvert. Même pendant la Coupe sûr, du Monde de hockey. Sûr. C'est une priorité. En parlant d'ouverture, eux ont ouvert leurs portes il y a ça quelques jours à peine. Ils sont là jusqu'au 9 novembre prochain. Le Cirque du Soleil est là, chez nous, en Belgique, à Bruxelles. Ils reviennent avec le spectacle culte, mythique, Allegria. Dans un instant, Francis Jalbert, Théo Fournex sont avec
avec nous, l'un sur la piste, l'autre en dehors de la piste, mais tous les deux connaissent par cœur ce monde dont ils nous parlent dans un instant. À tout de suite. On est dans 100% belge, encore et toujours en direct. Nous irons dans un instant du côté de Liège avec la grande affaire, ou plutôt le grand troc proposé par les commerçants. Vous voulez nous interdire de fumer en terrasse, d'accord, mais à vous alors de vous occuper de stopper la drogue et les trafics dans les rues de la ville. Sinon, il n'y aura pas d'accord. Est-ce que cette proposition doit être signée ou pas par la ville de Liège? On en parlera dans un instant. C'est Georges-Louis Boucher, mais non pas le président de parti, le président de club qu'on accueillera ce soir. Il dirige, vous le savez, le club des Francs-Borins en division 1B. Il a poussé un coup de gueule sur les droits télé puisque le championnat de Belgique n'est visible que sur la plateforme DAZN. Les Belges doivent l'acheter, c'est le message qu'il veut faire passer. Nous l'accueillerons dans quelques instants pour savoir quels sont les enjeux qui se cachent derrière tout ça. Mais avant ça, on ouvre le consulat. C'est un rendez-vous indispensable, un rendez-vous de saison. Le Cirque du Soleil est de retour en Belgique depuis quelques jours. Ils sont là jusqu'au 9 novembre prochain à Bruxelles Expo avec un spectacle mythique, Allegria. Bonsoir Francis Jalbert. Bonsoir. Bonsoir Théo Fournex. Merci à tous les deux d'être là. Francis, vous êtes un peu le monsieur communication au sens large du Cirque du Soleil. Théo, on vous retrouve évidemment sur la piste. Et je voudrais, avant de parler de vos parcours respectifs et de ce spectacle, qu'on remonte un petit peu dans le temps. Et même très loin dans le temps. Nous sommes en 1994 quand deux génies absolus vont créer ce spectacle Allegria. On va afficher leur visage. Il y a d'un côté Franco Dragone, qu'on connaît bien chez nous comme metteur en scène, Gilles Sainte-Croix de l'autre. Vous portez quelque part, vous, l'héritage de ce spectacle qui a fait 17 millions d'entrées. Quand on doit porter ça, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est obligé de respecter la tradition et le succès que ça a eu? Ou on se permet des petites retouches, des petites innovations quand même, Francis? C'est un peu l'essentiel de cette version d'Allegria qu'on présente à Bruxelles en ce moment. C'est une réinvention du spectacle d'origine. Donc, on s'est questionné sur l'ADN, les éléments essentiels ou qui font l'essence du spectacle, mais de s'assurer que le spectacle évolue dans le temps. Donc, il représente ce que le Cirque du Soleil est devenu entre 94 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi les attentes du public d'aujourd'hui également. Quand on parle d'évolution, c'est quoi? C'est des nouveaux numéros, c'est des évolutions techniques ou c'est même l'histoire à laquelle on a touché un peu? Ouais, on a décidé d'avoir une histoire beaucoup plus claire à travers le spectacle. On a retravaillé les arrangements musicaux, nouvelles acrobaties, un tout nouveau décor, des costumes réinventés. Donc, c'est comme une nouvelle production, un peu comme un remake dans l'industrie du cinéma, mais qui conserve les émotions. On veut que le public, lorsqu'il sort du chapiteau, qu'ils aient la même nostalgie, les mêmes émotions que la version originale. On rappelle l'histoire d'Allegria, hein. C'est un roi qui vient quelque part de chuter, de mourir. Monsieur Fleur, qui est le fou du roi, qui veut absolument prendre le pouvoir, sauf qu'évidemment, il y a d'autres prétendants et une jeunesse un peu plus fougueuse qui, elle aussi, espère renverser les choses. Alors, il y a le poids de l'histoire dont on a parlé. Il y a aussi, avec le Cirque du Soleil, le poids quelque part de la géographie. On s'inscrit dans un lieu mythique. Je voudrais qu'on parte à Montréal. C'est le siège social du Cirque du Soleil. Théo, je m'adresse peut-être davantage à vous là-dessus parce que je vous livre un passage d'une journaliste du soir, Catherine Macrail, qui vous a suivi. Elle dit « Travailler pour le Cirque du Soleil, c'est un peu comme rentrer dans les ordres. » Est-ce que vous qui venez d'arriver il y a quelques mois, vous avez eu l'impression de devoir abandonner tout le reste de votre vie pour vous consacrer au Cirque du Soleil à 100%? Non, alors oui, évidemment que forcément, c'est une vie prenante. Hein. On vient voyager dans le monde, on est loin forcément de notre maison, mais on trouve quand même une deuxième maison. C'est vraiment une deuxième maison, une grande famille ici. Donc, parce que vous vivez ensemble, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble, il y a de la place pour le reste à côté? Francis a l'air de dire qu'il y a un peu de place quand même pour le reste. Quand même, on ne vit pas ensemble, on travaille au chapiteau, mais on vit dans des appartements à travers la ville, donc on a quand même une petite séparation à la fin de la journée. C'est pas une secte, quoi, pour le dire clairement. On rassure tout le monde. Vous avez parlé du chapiteau, on va quand même montrer quelques images de l'installation, parce qu'elle est toujours impressionnante, cette installation. C'était il y a quelques jours du côté de Bruxelles. Il y a des corps de métiers qui sont rassemblés, ça dure des jours, je crois, pour arriver à monter ce dispositif absolument exceptionnel. La bonne nouvelle, c'est que même si on rentre un petit peu dans les ordres, comme le disait la journaliste du soir, on peut quand même, au travers du Cirque du Soleil, trouver l'amour. Et là, je me tourne vers vous, Francis, parce que j'aimerais vous montrer un visage. Ce visage, c'est celui d'une artiste qu'on va d'ailleurs retrouver sur scène, Oyuna. Oui.
quel est votre lien avec Oyuna? C'est ma femme depuis 6 ans, en fait. Que vous Nous sommes mariés. rencontré grâce au Cirque du Ouais, Soleil. on s'est rencontrés en tournée. Moi, Alegria, c'est mon 4e spectacle avec le Cirque du Soleil. Donc, on s'est rencontrés sur un spectacle qui s'appelait Totem en Australie. Et écoutez, c'est le coup de foudre. Et maintenant, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. C'est génial parce qu'on évoquait le mot famille il y a quelques instants. C'est la preuve par A plus B que le Cirque du Soleil, c'est une famille au sens littéral du terme. Absolument, parce qu'on voyage ensemble. Donc, et on a tous la même passion d'une certaine façon. Donc, il y a des liens qui se créent. C'est naturel, en fait. Bon, Théo, en fouillant sur vos réseaux sociaux, on a trouvé une photo de vous et de votre compagne. Elle est déjà engagée au Cirque du Soleil ou pas encore? Ou comment ça va se faire? Pas encore, mais c'est vrai qu'on a aussi cet avantage-là, c'est qu'on n'est pas obligé de trouver l'amour au Cirque du Soleil. On peut déjà l'avoir. On peut avoir une vie en dehors Évidemment. et continuer à voir sa copine en Tout à dehors. fait. Vous nous rassurez. Théo, on l'a dit, vous faites partie des petits nouveaux. Vous êtes arrivé au mois d'avril. Il y a quelqu'un qui avait un message pour vous, quelqu'un qui vous connaît bien, parce qu'avant le Cirque du Soleil, vous aviez une vie d'athlète. Bon, ben, salut Théo, tu vois, c'est ici qu'on a commencé il y a déjà 15 ans. Ben, aujourd'hui, te voilà au Cirque du Soleil. Allegria, ça te va bien, toi qui es toujours joyeux. J'ai eu beaucoup d'émotions à t'entraîner et être en compétition avec toi, et je suis très ému maintenant de te voir dans ce magnifique spectacle qui, lui, est construit aussi d'émotions. Artiste, saltimbanque, c'est un beau métier. J'espère encore te revoir à Bruxelles pour à nouveau t'applaudir et je te souhaite encore bon vent dans cette nouvelle aventure. Ciao. Et j'en profite pour remercier Emmanuel de Roubaix, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Qui est Amidou pour vous? Déjà, merci beaucoup parce que c'est une surprise. Et voilà, je suis fan. Amidou, c'est mon coach, c'est mon seul et unique coach. En fait, j'ai eu qu'un seul entraîneur tout au long de ma carrière de haut niveau de tumbling. Et voilà, c'est lui qui m'a tout appris, c'est mon deuxième papa. Il faut savoir que je le voyais quand même plus que mes parents, mes propres parents, parce que je suis parti en internat, du coup, à 1 heure de ma maison, où est-ce que j'habitais. Puis je le voyais tous les jours, on s'entraînait tous les jours, donc voilà. Parce que vous avez été un sportif de haut niveau, un athlète de haut niveau, vous avez représenté la France. Qu'est-ce qui vous a fait basculer vers une carrière artistique, vous? Alors, il faut savoir que oui, moi j'ai fait du haut niveau du coup pendant à peu près 8 ans, c'est ça, en équipe nationale, en tumbling. Et puis ensuite, c'est un petit peu la suite logique, c'est un petit peu le Graal, le rêve de convertir sa passion en métier. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité via quelqu'un du coup qui est venu discuter un petit peu du Cirque du Soleil avec moi. Et puis c'est grâce à ça que j'ai rejoint l'aventure. C'est là qu'on voit évidemment que sur ce spectacle et même sur d'autres spectacles, on a affaire à des artistes et à des athlètes en même temps. Et Francis, vous avez déclaré quelque chose de très fort. Nos acrobates performent tellement qu'ils sont toujours au sommet. Ce côté régulier, ça permet d'allonger leur carrière. En gros, le Cirque du Soleil, on s'imagine qu'à 30-35 ans, on est grillé comme n'importe quel sportif professionnel. Vous, c'est très différent. Mais par exemple, sur Allegria, Un Nouveau Jour, nous avons 2 artistes qui ont 50 ans, qui sont encore des acrobates et qui performent 10 représentations par semaine. Au Cirque du Soleil, on permet aux artistes de présenter 300 représentations par année, donc ils sont toujours au sommet de leur forme. Et donc, habituellement, un artiste qui joint la compagnie va rester au moins 3, 4 à 5 ans. Mais on a des gens qui sont avec la compagnie depuis 15 ans et qui sont toujours sur scène. Famille dans laquelle on n'oublie pas les aînés, même s'il y a une petite maison de repos, ils font toujours partie du Cirque du Soleil. Je voudrais qu'on pose ce soir une question un peu politique malgré tout, parce que vous savez qu'on est dans un monde qui bouge énormément, et ce spectacle, on est quand même un petit peu obligé de l'interpréter d'une façon politique. Est-ce que pour vous, il résonne avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis ou ailleurs? Vous avez l'impression que ça traduit quelque chose plus que jamais de l'époque dans laquelle on est? En fait, le spectacle a été créé au début des années 90, et c'est vraiment un spectacle par rapport à un genre de conflit générationnel entre les vieilles idées et la jeunesse qui veulent améliorer le monde. Et c'est une histoire qui se répète universelle. Oui, c'est universel à travers toutes les époques. Et donc, oui, une des raisons pourquoi nous avons ramené le spectacle, c'est que l'histoire est encore d'actualité aujourd'hui. On l'a vu avec Monsieur Fleur qui veut absolument prendre le pouvoir. On verra à la fin de ce spectacle s'il parvient à ses fins ou pas. Pour ça, on vous donne rendez-vous du côté de Brussels Expo. C'est jusqu'au 9 novembre prochain. C'est dire si vous êtes là pour un paquet de semaines avec nous et on se réjouit. Merci Théo, merci Francis d'être passé nous voir. On se quitte quand même avec un nouvel extrait de ce spectacle.
on a déjà envie d'y être. Et pourtant, on est de retour chez nous, avec parfois des choses un peu plus compliquées. La preuve, avec la remise des diplômes. Remise des diplômes accordés ou pas à des nouvelles personnalités, et on démarre avec le visage de notre Premier ministre Bardo Wever qui a fait l'actualité au travers de 2 photos. D'abord, cette photo qui a fait couler beaucoup d'encre. On le voit avec le chef d'orchestre Lava Chani qui, vous le savez, n'a pas pu prester au festival de Gand en raison de sa position que certains estimaient à tort ou à raison discutable par rapport au gouvernement israélien. On l'a vu aussi aux côtés de Georges-Louis Boucher à Walibi. Et cette photo-là, elle nous fait dire qu'on est parti aujourd'hui pour une véritable histoire d'amour. Ouais, je crois qu'on peut remettre le tapis musical parce que là, on est en plein dedans cette fois. Ils étaient parfois ennemis. On sait que par le passé, ils se sont parfois un peu frités. Désormais, ils sont copains comme cochons. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec Georges-Louis Boucher lui-même. Mais professeur, simple question que tout le monde se pose ce soir. Et excusez-nous pour la naïveté de cette question. Mais quand le Premier ministre, Bardo Wever, va à Walibi comme ce week-end, doit-il, oui ou non, payer sa place? Ou en tant que Premier ministre, il a droit à un pass pour tous les parcs d'attractions? Ben, c'est pas du tout une belle question. Je vous remercie, j'avais peur. Pas du tout une... Non, mais j'ai eu peur 2 secondes. Moi. Ah bah non, que du contraire. Mais en fait, le Premier ministre n'a pas de passe ni pour Walibi, ni pour la friterie du coin. D'ailleurs, la loi est très très claire. Le code de déontologie interdit au ministre de solliciter ou d'accepter un avantage matériel de quelque nature que ce soit, y compris tout présent d'une autre valeur que symbolique. Donc un pass à l'année à Walibi... Il doit le refuser. Si on lui offre, il doit le refuser. Mais alors je me suis posé la question, si un jour il va à Walibi, avec ses enfants, qu'on le reconnaît et qu'on lui fait passer, entre guillemets, en Stummelings, est-ce que le lundi, quand il arrive au bureau, 16 rue de la Loi, il envoie un petit mail pour dire qu'il a reçu cet avantage parce qu'il doit le signaler? Bon, voilà, je dis, mais techniquement, il n'a pas le droit de recevoir un avantage autre que symbolique. Ça, c'est très très clair. J'imagine le cas le plus compliqué, c'est peut-être même celui que vous évoquez. Il a payé son entrée, mais il bénéficie d'un fast pass. On le fait passer dans la file. Est-ce que ça, il doit le déclarer ou pas? Non, parce que ça, c'est un avantage symbolique. C'est un avantage en nature. Oui, ça, c'est un avantage symbolique, le fait de skipper la file. On est parti pour une polémique avec c'est une polémique. Qui va nous mener très très loin. Antonin, juste une question, alors là, plus politique. Quand il se déplace comme ça à Walibi, c'est en tant que Premier ministre ou c'est en tant que Bardo Wever, citoyen et membre de la NVA? Moi, je suis d'avis que quand on a un rôle comme celui de Premier ministre, on garde son habit de Premier ministre, quel que soit le moment de la journée. On vit Premier ministre, on dort Premier ministre. Et donc, quand on va à Walibi, on est toujours Premier ministre. Alors, il peut bien dire qu'il est aussi un convaincu avec des valeurs de la NVA qui peuvent rencontrer celles du MR, pas forcément, comme vous l'avez dit, sur le côté fédéralisme et autres ça. Je rappelle d'ailleurs que Bardo Wever avait dit que l'unitarisme de Georges-Louis Boucher, par le passé, rappelait le 19e siècle. Finalement, 5 ans plus tard, parce que ça date de 2020, et ils se sont trouvés quand même... Au 19e siècle, ils n'étaient pas copains. Maintenant, au 21e, ils sont copains, 2 siècles plus tard. Donc voilà, ils arrivent quand même à trouver des accords idéologiques, certainement. Alors peut-être pas sur le côté unitarisme en Belgique, mais voilà, ils sont copains comme cochons maintenant. En tout cas, le dossier Walibi, là, je vais le retenir, parce que ça va faire couler beaucoup d'encre. Professeur, vous venez de mettre le doigt dans un engrenage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est à 2 doigts d'un scandale politique. Si on apprend qu'il n'a pas payé son pass, qu'est-ce qu'il va devenir? Voilà, démission. Deuxième photo qu'on voulait vous montrer, deuxième personnalité, et elles sont plurielles cette fois. C'est le relais 4x400 qui a donc décroché pour la Belgique une première médaille, relais 4x400 mixte. Il y a Imke Vervaat, il y a Elena Ponnet, Dylan Borlée, Alexander Dome, et vous voyez la petite seconde d'inquiétude avant la joie libératrice qu'on a pu suivre évidemment sur les antennes de la RTBF. Dylan Borlée, qui fait partie des anciens, dit « Je suis très heureux de vivre ça à nouveau, ça me fait quelque chose de voir des étoiles dans les yeux des filles. » Donc c'est la première médaille. Lui est un petit peu blasé, parce qu'il en a déjà eu d'autres. Juste une info, Carole, très pratique et très financière. Il gagne combien avec une médaille comme ça au championnat du monde? Et à partir du moment où c'est un relais, est-ce qu'ils doivent partager et couper tout ça en 4 ou pas? Alors, il faut quand même expliquer ce que c'est le prize money. C'est l'attribution financière qu'on attribue aux athlètes en fonction de leur résultat en compétition. Alors ici, tenez-vous bien, moi je suis assez choquée, je vous avoue. Pour une médaille de bronze, on est sur du $20 000
mais à partager en 5. Donc 20 000 en 5. Qui est le 5 ? Ah, le réserviste. Ah ben non, je vous explique. 20 000 $, donc en euros, ça fait 17 060 €. À partager en 5, pourquoi ? Parce qu'on a Jonathan Sakor qui a couru le matin pour la demi-finale, et donc lui, il est comptabilisé dans la somme. Et donc, ce qui revient à 3 412 € brut, compté environ 2 000 € net, eh bien, on est à un salaire d'un footballeur en 3e division en Belgique. C'est un petit peu peu pour ma part. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais vous avez raison. Quand on parle de l'inégalité entre certains sports, il est clair que l'athlétisme en fait partie. Et heureusement qu'il y a les sponsors sur le côté pour certains et pour compenser ce qu'ils ne gagnent pas sur la piste. Restons quand même sur un goût de victoire et je voudrais laisser la parole à Jess Maillon qui était sur ce plateau. C'est la présidente de la Ligue francophone d'athlétisme. Elle est sur place et elle avait un petit message pour nous ce soir. Et puis décrocher une médaille le premier jour des championnats du monde, ça donne vraiment une énergie très positive à l'ensemble de l'équipe belge. Et puis pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est une médaille qui a été accueillie de manière extrêmement positive par les autres pays. On a eu un nombre incalculable de félicitations, donc vraiment la joie et la motivation est très présente au sein du Team Belgium. Voilà, elle a peut-être oublié les pépins financiers sur ce coup-là, elle a retenu la joie et c'est ce qu'on va retenir nous aussi ce soir. Troisième visage au cœur de l'actualité de cette remise des diplômes, c'est celui de Mathieu Billet, notre ministre fédéral de l'énergie, qu'on surnomme d'ailleurs Atomic Boy, tellement il est obsédé par le nucléaire et la relance du nucléaire. Il a d'ailleurs réussi quelques trucs depuis le début de son mandat. Voilà que Mathieu Billet annonce qu'il a renoncé à son logement de fonction. Il dit qu'il n'en a pas besoin. Pour les ministres fédéraux, il y a pourtant une indemnité de logement et de frais domestiques qui s'élève à plus de 1 900 €. C'est une sacrée somme. Question, Carole, et je sais que vous avez fouillé toute la journée pour avoir la réponse à cette question. C'est 1 900 € et des poussières. À partir du moment où il ne les dépense pas pour son logement, est-ce qu'il peut les garder et en faire autre chose ou il doit les rendre ? Ben oui. Voilà, tout simplement. Parce oui, qu'en fait, oui quoi ? Alors, il doit les rendre ou il doit les... Non, il doit les garder, c'est à lui, c'est une allocation, donc c'est alloué au salaire du ministre. Donc c'est comme si c'était une partie du traitement des ministres, et donc c'est à lui, ça fait partie de son salaire, il en fait ce qu'il veut. Il va un petit peu la même chose du côté du parlementaire, c'est un traitement. Mais il n'a même pas le droit, s'il a envie de les rendre, il a le droit de les rendre ou pas ? Bah, il a peut-être pas envie de les rendre, je ne suis pas à sa place, mais... J'allais dire, je ne suis pas certaine qu'il ait envie de les rendre, mais comme ça fait partie de son salaire, tout comme chacun d'entre nous, une fois qu'on reçoit notre paye, on fait ce qu'on veut avec notre argent. Vous les rendriez, vous, Thibault ? Attendez, si j'ai pas de logement de fonction, enfin, je veux pas jurer trop vite que je les aurais pas gardés, mais je me serais peut-être posé la question, au moins l'espace d'une demi-seconde. On va inviter Mathieu Billet pour lui poser la question. On va l'inviter, lui poser la question. On a des tas de questions à lui poser. D'ailleurs, par ailleurs, Mathieu Billet a trouvé un petit boulot à Walibi, vous l'avez remarqué, puisqu'il a servi les frites au même titre que les autres ministres et présidents de parti, se sont bien amusés là-bas sur place. On en reparlera d'ailleurs avec Georges-Louis Boucher dans un instant, parce que c'est lui notre invité, pas le président du MR, en tout cas pas seulement, c'est surtout le président des Francs-Borins qu'on accueillera dans quelques minutes. Pourquoi ? Parce que face au problème des droits télé, il est remonté comme un coucou. Il demande à tous les Belges de s'abonner à la plateforme DAZN, ça doit permettre au football belge de survivre. On verra ce qui se cache derrière ça, c'est dans 100% belge et c'est juste après ça. Dans un instant, nous ouvrons la grande affaire avec le troc proposé par les commerçants liégeois. Vous nous interdisez de fumer en terrasse, en échange, débarrassez-nous des toxicomanes et comme ça on sera quitte. Est-ce que ça marche ou pas ? On le verra dans un instant, mais d'abord place à l'envoyé spécial. Qui a osé toucher au Manneken Pis ? C'est la question qu'on pose les yeux dans les yeux à la Belgique ce soir. Le Manneken Pis a été victime de vandalisme. Il a été saccagé, redécoré aux couleurs en plus du drapeau flamand. Alors s'agit-il d'une réaction des indépendantistes flamands ou pas ? On est sur place évidemment avec Émile Taureau qui enquête depuis ce matin. Émile, vous voulez absolument savoir ce qui se cache derrière ça et surtout si on a réparé le méfait ou pas ? Et on est donc de retour ici devant le Manneken Pis et la première chose qu'on peut vous dire par rapport à cet acte de vandalisme qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, c'est que les premiers embêtés par ce genre d'acte, ce sont l'ordre des amis du Manneken Pis. Écoutons leur président. Écoutez, moi je trouve ça très triste d'une part parce que je ne vois pas l'intérêt d'aller peindre le Manneken Pis en jaune, je vois pas le pourquoi, le comment, il n'y a pas de comique, il n'y a rien, c'est même pas revendiqué, donc on ne sait même pas qui fait ça. Il y a des caméras, je me demande si elles fonctionnent, parce qu'on n'est quand même pas tellement loin d'un commissariat de police central. Du côté de la police, on nous a assuré qu'une enquête était bel et bien en cours. En effet, à chaque acte de ce type, on doit ouvrir une nouvelle enquête et on nous a assuré que les équipes de police avaient fait le nécessaire ici.
Au niveau de la commune, samedi matin, eh bien, c'était le branle-bas de combat. En effet, les équipes de nettoyage ont tout donné pour nettoyer ça au plus vite. Même si l'échevin nous assure que chaque demande d'effaçage de tag est traitée avec la même urgence, eh bien, on comprend qu'ici, pour un patrimoine classé, ça va un peu plus vite. D'ailleurs, l'échevin était très fier de nous rappeler l'investissement d'une nouvelle machine à plus de 143 000 €, dont l'objectif principal est spécifiquement d'effacer les tags sur des patrimoines classés et sur des monuments. En tout cas, Thibaut, soyez rassurés, ici, le vrai Mannequin Peace ne risque rien. En effet, ce qu'il y a derrière moi, ce n'est pas le vrai Mannequin Peace, c'est une statue de remplacement. Depuis les années 60, suite à de nombreux vols, eh bien, on a placé le vrai Mannequin Peace au musée de la ville, dans la Maison du Roi. Non mais c'est ça le vrai scoop ce soir, professeur. C'est que le vrai Mannequin Peace est au chaud pendant que l'autre se fait vandaliser. Oui, c'est un faux Mannequin Peace, ce qui fait que tout le monde s'excite sur le faux Mannequin Peace, alors que le vrai, en fait, il ne pisse pas. C'est ça l'astuce. Vous savez quoi, bien fait pour les vandales. Ouais, voilà. Qui est pris, qui croyait prendre sur ce coup-là. Vous en serez pour vos frais. Dans un instant, on vous l'a dit, Georges-Louis Boucher, notre invité. Mais avant ça, place à la grande affaire. Et nous sommes ce soir dans les rues de Liège, dont on vous a beaucoup parlé ces dernières semaines. On vous a parlé à plusieurs reprises des problèmes d'insécurité, des problèmes de délinquance, des commerçants qui étaient parfois un peu au bout du rouleau. À Liège, on a décidé de réagir et on pose cette fois un ultimatum. Regardez cet article dans la DH du jour. Les commerçants sont à bout, ils en ont marre des nuisances liées à la toxicomanie et proposent donc un troc aux autorités. Si vous voulez interdire le tabac en terrasse, d'accord, mais en échange, débarrassez-nous des toxicomanes. Une véritable annonce a été lancée sur les réseaux sociaux. Alors revenons juste un instant sur l'interdiction du tabac en terrasse. Ça doit démarrer quand, comment, avec qui, avec quoi? Résumé par Alexandre Gérard. Bientôt, ce geste sera interdit sur les terrasses des restaurants et cafés. À partir du 1er janvier 2027, fini de fumer ou de vapoter. Objectif visé, une génération sans tabac en 2040, une décision déjà présente dans l'accord de gouvernement, mais qui ne réjouit pas le secteur, c'est un euphémisme. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les fumeurs de nos établissements, ils vont se déporter de plus de 10 mètres, puisque c'est la règle qui est envisagée, c'est d'aller au-delà de 10 mètres d'une terrasse Horeca, et ils vont aller se retrouver devant chez les riverains. Mais moi, je vais avoir tous les ennuis du monde avec mes riverains en tant qu'exploitant. L'Horeca craint une disparition de nombreux établissements et que des clients fuient les bars, cafés et restaurants. Ça va être très simple, un fumeur qui va vouloir être tranquille pour pouvoir fumer sur une terrasse avec un petit verre de vin ou une petite bière ou une boisson non alcoolisée, il va finir par inviter ses amis chez lui et la question va être réglée. Et donc, de facto, ça va entraîner une baisse de la consommation chez nous. On note aussi des différences entre communes. La conférence des bourgmestres de la région bruxelloise a alerté le ministre sur certains amendements à prévoir. Nous, on vit essentiellement en milieu urbain et on ne vit pas dans une campagne flamande, en autarcie, esselée, avec probablement 2 Horeca sur toute la commune. Non, dans chaque commune bruxelloise, il y a beaucoup d'Horeca. Et donc, nos réalités de terrain sont sont clairement différentes. Cette mesure est déjà en place dans d'autres pays européens. La Suède a interdit la cigarette en terrasse depuis 2019 et c'est un succès, à en croire les chiffres. Il y aurait près de 5% de fumeurs quotidiens dans le pays scandinave. En Belgique, le chiffre monte entre 15 et 20%. Vous l'avez compris, les problèmes des restaurateurs, des cafetiers à Bruxelles, à Liège, à Charleroi ou ailleurs sont exactement les mêmes, sauf qu'à Liège, on a décidé de passer à la vitesse supérieure, notamment avec cet homme, Jean-Luc Vasseur, qui représente une partie du commerce liégeois et qui le demande très clairement. Je suis prêt à accepter l'interdiction du tabac en terrasse, oui, mais vous me débarrassez de ces toxicomanes. Est-ce que pour vous, c'est du chantage ou c'est une bonne idée, ce troc? Je propose qu'on démarre par vous, Antonin. C'est une colère compréhensible. Oui, c'est une colère compréhensible parce que ça tombe toujours un peu sur les restaurateurs qui prennent toutes les règles, on va dire. Après, il faut quand même dire une chose, c'est dans le sens de l'histoire, l'interdiction du tabac et la préservation de la santé, c'est quand même quelque chose d'important. Alors malheureusement, il faut quand même agir. Donc je pense que c'est normal, même si on peut comprendre que ça a encore une pression sur leur marge, selon en tout cas le président de la fédération Horeca Bruxelles. Mais bon, voilà, c'est normal. Ils ont carrément donné un ultimatum aux autorités pour réagir. Cette fois, plus question de se contenter de promesses. On veut des actes du côté de Liège. Carole, vous parlez d'un schmilblick. Pourquoi un schmilblick? Parce que c'est le bordel, on mélange tout en fait, encore une fois. Moi, ça ne me dérange pas qu'on fume en terrasse maintenant, si c'est juste à côté de moi et que la fumée vient sur mon visage. Voilà, il y a quand même des comportements civiques à adopter, une façon de se tenir, qu'on soit même à l'extérieur avec une cigarette.
La drogue, c'est autre chose. Moi, je suis liégeoise, vous le savez. J'ai très peur de me balader dans certaines rues où il n'y a que des drogués, il y a du trafic, il y a de la revente, il y a des seringues, il y a une... C'est deux choses différentes, mais vous comprenez le côté donnant-donnant. Nous, on est prêts en tant que restaurateur à faire un effort, mais vous, autorité, vous faites un effort en nous aidant sur un autre dossier. Oui, je pense que c'est un peu du chantage. On ne peut pas interdire les cigarettes en terrasse et on ne peut pas interdire. C'est impossible d'interdire la drogue. Ou alors il faut les délocaliser, les mettre ailleurs, mais où? Et je pense que il y en a de plus en plus à Liège, comme dans d'autres communes, et ça ne va faire que. Donc vous demandez aux autorités d'agir, mais pas sous forme de chantage. Oui, c'est quelque sûr. part du 2 poids 2 mesures pour vous. Carole, autre message de votre côté. Double pénalisation, double peine, ça veut dire quoi ça? Oui, parce qu'il va y avoir le consommateur qui lui est pénalisé parce que voilà, moi personnellement je suis pas fumeuse et tout comme Carole, ça me dérange quand je sais pas, je suis à table en train de profiter dehors et qu'un fumeur a fini de manger et qu'il fume, ça me dérange. Mais de là à pénaliser le fumeur de nouveau, voilà, ça fait une peine. Et puis ça fait une peine aussi aux commerçants, puisque comme l'a dit Mathieu Léonard dans l'extrait, il va aller fumer ailleurs, il va aller se lever, il va aller ailleurs. Donc finalement, le commerçant va perdre une vente et le consommateur, lui, va se dire je vais trouver un autre moyen de pouvoir consommer et de fumer Et ma on a lu cigarette. des témoignages de certains qui disaient si c'est comme ça, moi je vais aller au night shop, prendre ma carapils, la ramener à la maison et boire tout seul plutôt que de faire œuvre de sociabilité. J'attends la voix de la science. J'attends la voix de la science sur ce coup-là. Professeur Buccella, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est votre message. Oui, non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je n'ai pas grand-chose de plus malin à rajouter. Mais ce qui m'inquiète un peu dans le message, c'est cette espèce de donnant-donnant. Je dis que ça me semble un peu bizarre. On ne peut pas conditionner l'application de la loi à nos petits desiderata. Sinon, vous et moi, toutes les personnes ici, on dit OK, on ne respecte plus la loi tant qu'on n'a pas un gouvernement à Bruxelles. Et là, good luck, comme dirait l'autre. La science n'aime pas le chantage, elle l'a prouvé une nouvelle fois ce soir. Dans un instant, le président des Francs-Borins, Georges-Louis Boucher, vient nous voir sur la question des droits télé. Il y a des tas de Belges qui ne regardent plus le foot en ce moment à la télévision. Est-ce que c'est réglé ou pas? Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un président de club qui vient nous parler dans un instant. On aura aussi droit à toutes vos questions sur l'actu, c'est dans 100% Belge. Je suis gêné, professeur, on est en train de faire poireauter un président. Un président, oui. Et c'est la science qui fait poireauter un président. Dans 3 minutes, c'est promis, montre en main, Georges-Louis Boucher sera avec nous. Mais d'abord, place à vos questions sur l'actu. Elle est pour vous, celle-là, professeur Buccella. J'ai lu que Clément allait être reconnu comme prince. Le palais deviendra-t-il responsable de ses éventuelles bêtises? Parce qu'effectivement, on a appris dans Sud Info que le roi Philippe allait prendre un arrêté pour le reconnaître comme prince. Ça veut dire qu'il doit le couvrir demain s'il fait un accident ou une bévue? Non, rien du tout. S'il reçoit le titre de prince, si demain vous êtes fait baron par le roi, le palais n'est pas responsable de vos bêtises et donc le palais ne sera pas responsable de ses bêtises. En vérité, j'ai demandé à des juristes bien plus patentés que moi, parce que moi je ne m'y connais pas dans ces histoires-là, mais seule la personne du roi est inviolable. C'est l'article 88 de la Constitution, donc on ne peut pas violer le roi, j'en déduis que c'est ça que ça signifie. Je ne sais pas pourquoi, je vous ai donné toutes les questions ce soir, je me suis un peu embrouillé les pinceaux. Celle-là est aussi pour vous. J'ai lu dans l'ADH que les Bruxellois payaient leur énergie plus cher que les Wallons et les Flamands. Pouvez-vous me dire pourquoi Engie n'applique pas le même tarif partout? Désolé, vous avez bossé plus que les autres. Oui, mais non, mais celle-là, je ne l'ai pas vue passer, en tout cas. Elle n'était pas pour vous? Non. Elle était pour quelqu'un? Carole, elle est pour vous? Ah non, elle n'est pas pour moi. J'ai une bonne nouvelle. Vous savez quoi? On y répondra demain en exclusivité sur ce plateau. En attendant, troisième question. J'ai vu qu'une voiture de police à Mons avait été caillassée. Sait-on qui se cache derrière ça? Celle-là, elle est pour vous, Carole. Oui. Effectivement, c'est des images très interpellantes. On a vu par ailleurs des vidéos sur les réseaux sociaux parce que ces gars-là se filment. On ne sait même pas pourquoi ils prennent plaisir à se filmer dans ce type de situation. Qui se cache derrière ça? On n'a pas encore trouvé qui se cachait derrière ça, puisque la majorité de ces trentaines de véhicules tunés, principalement immatriculés en France, qui se sont rendus du coup en Belgique, ils étaient cagoulés. Donc on n'a pas su en voir un visage, en tout cas, et de trouver qui c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre doivent intervenir lors de rassemblements de voitures de tuning clandestins. Et puis encore, les conducteurs avaient du coup un comportement agressif. Ils étaient cagoulés, ils ont commencé à lancer des feux d'artifice et à lancer des cailloux. Et c'est comme ça qu'il y a 2 voitures de police qui ont été vandalisées, caillassées. Merci. J'en profite pour présenter toutes mes excuses à la régie parce qu'en sautant la question, j'ai perturbé totalement l'ordre de la conduite. La prochaine tournée au bar sera pour moi, c'est une certitude. En attendant, il est l'heure d'accueillir notre invité. Il est ce soir sur le feu.
Cet invité s'appelle Georges-Louis Boucher, vous le connaissez évidemment comme président du MR, il est aussi président d'un club de foot en D1B, le club des Francs-Borins, qui à défaut d'être visible partout en télé, agite le mercato en ce moment avec l'annonce d'un transfert surprise il y a quelques jours, celui de Massimo Bruno. Vous aussi, je suis de retour. Bonsoir Georges-Louis Boucher. Bonsoir. Merci d'être là. Ça va donner du grain à moudre à ceux qui disent que vous avez votre émission sur LN24 parce que effectivement vous êtes en position présentateur ce soir. Exact. Mais c'est l'exercice qui veut ça. On parlera peut-être un tout petit peu de Walibi tout à l'heure parce qu'on a vu beaucoup de membres du MR sur les attractions, Jacqueline Galland notamment. Vous pas. Vous nous direz tout à l'heure si vous avez eu le temps de faire la Dalton Terror ou pas. Mais avant ça, parlons un petit peu de football ce soir et notamment de ce qui se passe au niveau des droits télé. Vous avez poussé un coup de gueule quelque part il y a quelques jours par rapport aux droits télé. Quelle est la situation aujourd'hui pour votre club? Combien un club comme les Francs-Borins, qui est en division 1B, touche grâce aux droits télé? Et ça paye qui et ça paye quoi? Alors, les droits télé rapportent pour un club comme nous plus ou moins 600 000 euros, qui sont donc intégrés au budget global de l'activité. Pour nous, ça représente 3,5 millions en tout. Donc 600 000 euros, c'est quand même un montant extrêmement important. Et cet argent, aujourd'hui, il sera quand même attribué au club, quoi qu'il arrive. L'enjeu, c'est de savoir est-ce que DAZN est en capacité ou pas de revendre une partie de ses droits aux opérateurs comme Proximus ou Telenet, qui fait partie, manifestement, cette stratégie fait partie de leur business model. Je résume la situation. Pour l'instant, DAZN permet aux clubs comme votre club de vivre, mais on ne sait pas qui va permettre à DAZN de survivre. Exactement. Et donc, le plus grand risque, il n'est pas encore sur les droits de cette année, même si on a vu dans d'autres championnats comme le championnat français, ou même en cours de route, il y a des contrats qui ont été renégociés parce qu'il y avait des difficultés de rencontrer le business model. Le vrai enjeu, c'est pour la prochaine négociation. Il faut juste bien comprendre que DAZN a été jusqu'à donner plus de 100 millions d'euros au club sur la législature précédente, je dirais, sur le mandat précédent. Ici, on est à peu près à 90 millions d'euros. C'est colossal. C'est plus du double de ce qu'offraient des opérateurs comme Proximus ou Telenet avant que DAZN arrive sur le marché. Par ailleurs, plus mettre cet argent. Dans un instant, c'est Antonin qui connaît le dossier par cœur qui va vous cuisiner. Mais avant ça, je voulais vous montrer un visage que vous connaissez bien, vous, l'amateur de foot. Ce visage, c'est celui de Paul Van Imst. Ouais. Qui a quelques jours, quelques semaines dans la presse, a dit « Moi, je suis perdu. Je ne sais plus où regarder mes matchs de foot. » Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir? Il a raison. C'est vrai que les gens avaient une habitude d'avoir un canal sur Proximus ou Telenet. Aujourd'hui, je pense que ce sont les opérateurs qui jouent un très mauvais rôle. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ça ne les intéresse pas de donner de l'argent à DAZN. Je pense qu'on peut les soupçonner d'avoir une entente parce que les deux ont décidé de faire l'achat du championnat anglais. Et pourquoi ça ne bouge pas? C'est parce que d'habitude, vu la concurrence qu'il y a entre ces opérateurs, eh bien, il y en a toujours un qui lâchait en se disant il ne faut pas que mes abonnés partent, par exemple, chez Telenet si c'est Proximus ou inversement. Mais maintenant, en fait, et c'est là où on peut penser qu'il y a quand même une entente entre eux, c'est que ni l'un ni l'autre ne bouge, sachant peut-être que le concurrent ne va pas bouger non plus, d'autant qu'ils ont acheté en même temps les droits du foot anglais qui, pour eux, constitue un produit d'appel. Je pense que derrière, il y a aussi un problème, c'est qu'ils aimeraient bien acheter, eux, en propre, les droits du foot. Mais si on fait ça, encore une fois, c'est la moitié des revenus que l'on perd. Donc c'est le football belge qui est mort, sans compter les décisions qui ont été prises sur la publicité sur les jeux, précédemment, et ça fait déjà une paire d'années, publicité sur le tabac, des avantages fiscaux qui ont disparu. Alors tout le monde a envie que les clubs belges performent, mais si on veut qu'ils performent, il faut quand même leur donner un peu de moyens pour pouvoir le faire. D'ailleurs, un chiffre très simple, aujourd'hui sur 29 clubs professionnels, on en a un peu plus de 20 qui appartiennent à des propriétaires étrangers. Les Francs-Borins font partie des derniers clubs à encore avoir un actionnariat 100% belge, parce que c'est juste économiquement devenu intenable entre les recettes qui se réduisent et de l'autre côté les coûts, si on veut être compétitif, qui continuent à augmenter. Transferts sortants aussi pour certains clubs qui doivent équilibrer leur compte grâce à ça. Alors dans un instant, évidemment, on abordera toutes ces questions-là. Il va être l'heure de lancer le chrono. Antonin, vous allez avoir 4 minutes montre en main pour cuisiner Georges-Louis Boucher, le président des Francs-Borins. C'est parti. Alors vous êtes président des Francs-Borins, alors est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts entre cette fonction et celle aussi d'homme politique?
On sait bien que Proximus est un opérateur télécom détenu par l'État, justement, il n'y a pas un problème? Ben, la meilleure preuve, c'est que c'est la première année qu'on a un problème avec Proximus, donc ça prouve qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, manifestement, puisque Proximus prend ses décisions stratégiques seul. J'ai moi-même évoqué le fait que Proximus devait être beaucoup plus rentable que ce qu'ils sont. Leur cours de bourse aujourd'hui est catastrophique. C'est pour ça que moi, je ne défends pas nécessairement l'idée que c'est la seule solution. Je pense qu'on devrait plutôt pousser les abonnés des clubs, les supporters, à prendre un abonnement chez DAZN. C'est 20 € par mois. Je crois que... Et d'ailleurs, c'est un peu particulier aussi dans le chef de DAZN, parce que j'ai cru comprendre que c'était leur stratégie. Ils ont acheté la Coupe du Monde des clubs pour 1 milliard d'euros, pour une diffusion gratuite sur la plateforme, parce que le but pour eux, c'était d'acquérir de la data. Et ben ici, ils ont une autre occasion, c'est de tester sur un marché avec un coût relativement faible par rapport à ce qu'ils peuvent dépenser ailleurs dans le monde, de voir si ça peut fonctionner, de bypasser les opérateurs traditionnels. Donc la plateforme britannique, pour bien comprendre, bypass les opérateurs classiques qui diffusent en gratuit ou en payant sur les chaînes de télé classiques, exact. Et donc passer par cette application DAZN. Mais on comprend quoi? Une chose, ça veut dire que le football, à l'avenir, pour vous, il doit être payant et c'est fini les matchs gratuits à la télévision. Mais on va être clair, aujourd'hui, les droits de télévision de la Première Ligue rapportent 7 milliards d'euros, donc le championnat d'anglais génère 7 milliards d'euros sur leurs droits télé, donc 5 rien que pour le championnat, rien que pour les droits en Angleterre. Comment voulez-vous que des clubs continuent à rivaliser en Ligue des Champions face à des clubs de foot qui peuvent déjà commencer la saison avec un magot à 7 milliards à se partager? Aujourd'hui, le sport moderne, alors on peut avoir un regard nostalgique, mais vous savez, c'est toute la contradiction qu'il peut y avoir parfois chez les supporters. Ils veulent des résultats, mais ils expliquent toujours que le football, c'est d'abord le blason. Oui, c'est le blason, mais sans pognon, il n'y a pas de blason. Bien sûr. Et donc, il faut intégrer cette idée. Et c'est la même chose pour tous les sports. Si vous regardez la Formule 1 ou autre, on est un des derniers pays au monde où on peut avoir une telle offre sportive en gratuit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les chaînes payantes qui arrivent à assurer les revenus. Bien sûr, mais à l'époque où les opérateurs mettaient 50, 60 millions, jusqu'à 100 millions, vous l'avez dit, mais c'est à l'époque où Eleven avait mis sur la table. C'est DAZN déjà. Ouais, voilà. C'était peut-être trop aussi. Pierre Masse, un expert de droit de télé, dit que c'est du passé et maintenant le marché est sous pression, donc c'est plus possible. Et que de toute façon, cet argent ne finance pas vraiment les clubs et donc les infrastructures, mais surtout les salaires de quelques joueurs. C'est pas vrai ça? Oui, mais d'un autre côté, ces joueurs-là, vous en avez besoin pour performer. Et donc, effectivement, on peut réduire de moitié. On peut réduire de moitié les recettes, mais demain, il ne faudra pas s'étonner que la Belgique n'aura plus de représentants en phase de poule de la Ligue des Champions, par exemple. Mais il faut quand même être un peu cohérent aujourd'hui. Si on veut un certain résultat sportif, il faut payer des joueurs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le marché est trop élevé en Belgique? Ça, c'est clair. Je pense que c'est un problème de société. Il y a un type qui met deux... peut-être payer trop cher. Pas DAZN, au niveau des clubs, au niveau des salaires. Mais où, nous, objectivement, si vous réduisez cette part salariale, vous aurez encore moins de clubs qui seront viables, donc moins de clubs avec un ancrage belge et moins de performance. C'est juste un choix. On peut effectivement avoir des budgets 3 fois moins élevés. Mais alors, on ira jouer la Conference League dans le meilleur des cas. Vous avez parlé quand même d'entente entre opérateurs. Je reviens quand même là-dessus parce que c'est un point important. S'il y a une entente, c'est-à-dire un cartel, comme vous l'avez même dit par le passé, c'est quand même illégal. Donc vous estimez que Proximus et Telenet et Orange sont dans une situation illégale aujourd'hui? Je considère qu'en tous les cas, s'ils ne se sont pas entendus, ils se sont compris. Ça oui, j'ai pas de problème avec ça et je pense que l'autorité de la concurrence pourrait aussi se pencher sur le sujet. Je sais qu'il y a toute une série d'arguments qui peuvent... Enfin, si on attend un email où on voit qu'ils se sont dit on va pas bouger, non. Mais avouez que les circonstances sont quand même un petit peu surprenantes dans les choix qui ont été posés. Mais encore une fois, c'est comme les avantages fiscaux pour les footballeurs, etc. On peut avoir la vision de dire on n'a pas besoin d'autant d'argent. Ok, mais vous avez en face un championnat anglais à 7 milliards, vous avez les Français. Ok, oui, mais quand vous êtes en Ligue des Champions, vous affrontez aussi des clubs anglais, vous affrontez des clubs allemands, des clubs français. Donc, si la Belgique veut au moins rester dans un top 10, top 15 au niveau du classement UEFA, oui, on a besoin d'un certain niveau de revenus. D'accord. La loi est injuste, Antonin, mais le gong a retenti, les 4 minutes sont déjà écoulées. J'ai juste une question, Georges-Louis Boucher. On entend très peu de présidents de clubs sur ce sujet. Mehdi Bayat est sorti du bois, vous êtes sorti du bois, les autres, ils ont peur de se fâcher? Je pense qu'il y a 2 éléments. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de s'exprimer, ça peut arriver. Il y a un deuxième élément qui est une vraie faiblesse du football belge aujourd'hui. C'est comme je l'ai indiqué, on a au moins 70 à 75% des clubs qui appartiennent à des propriétaires étrangers. Et donc je ne veux être offensant à l'égard de personne, mais il se fait que dans ce cas-là, les personnes qui représentent leur club à la Pro League sont des employés. Alors c'est pas péjoratif d'être employé, mais c'est très différent quand c'est votre argent, votre responsabilité qui est engagée, et de l'autre côté quand vous êtes un employé. Donc
donc, fatalement, je pense que ça a aussi un impact. Et ça n'aide pas d'ailleurs dans la gestion de la Pro League parce qu'on a beaucoup de personnes présentes à l'Assemblée générale qui sont relativement passives de ce fait-là. Parce que quand votre propriétaire est indonésien, le temps de lui expliquer le problème qu'il y a en Belgique, le truc revienne, etc. D'ailleurs, parfois, je m'interroge sur l'intérêt stratégique qu'ils peuvent avoir. De propriétaires étrangers, périclités, Tubize et les autres. La preuve que c'est pas toujours une bonne solution. Je vois Antonin qui est en train de me faire les yeux doux en disant s'il te plaît, j'ai une dernière question. Je vais tricher quand même un petit peu effectivement sur ces 4 minutes, mais est-ce qu'en tant que président de club, forcément vous êtes pour DAZN, parce que si DAZN ne signe pas d'accord avec les opérateurs, ils vont peut-être venir frapper à votre porte et vous demander de l'argent. Mais parce que là, pour l'instant, DAZN, à ce moment, c'est plus de 80% du chiffre d'affaires qui passe par les opérateurs. Mais alors, on va être très clair. Il y a 2 éléments dans mon raisonnement. Le premier élément, c'est que, et DAZN est un groupe beaucoup plus solide, mais il faut éviter absolument le scénario Mediapro qui s'est passé en France. C'est-à-dire qu'en France, on a eu un opérateur espagnol qui a acheté pour 1 milliard d'euros les droits du championnat français. Canal+, en face, a dit c'est jamais payable à un montant pareil. Et la France s'est retrouvée à la fin avec aucun opérateur de diffusion. Ils ont fait un bricolage en fin de saison avec DAZN, des abonnements trop chers. C'est un risque. Mais mon deuxième raisonnement, il est plus simple. Et je sais que ce n'est pas agréable à entendre. Je sais que les gens voudraient regarder leur télévision gratuitement. Mais aujourd'hui, le sport de haut niveau gratuit, c'est une époque révolue. Et je pense qu'à terme, on arrivera de toute façon à ce qu'il y ait des achats internationaux. Et DAZN se positionne pour être un tel opérateur. Mais par exemple, avoir la Formule 1, vous savez que je suis passionné de Formule 1 aussi, en clair sur la RTBF, c'est un non-sens aujourd'hui au niveau de l'évolution médiatique mondiale. Et je crois qu'un jour, on aura Amazon, on aura Netflix qui vont acheter des droits mondiaux. C'est plus par conviction que par intérêt que vous défendez ce matin. Il y a les deux, mais c'est même pas une conviction, c'est une question d'analyse. Moi, je préférerais aussi que tout ça soit en gratuit parce que c'est une grande fête populaire. Tout le monde doit pouvoir avoir accès. Le sport, c'est un moment de communion dans les cafés, etc. Mais il faut aussi être réaliste. Et donc, soit tout le monde accepte de baisser son salaire, donc poser la question aux joueurs. Moi, si demain les joueurs disent on accepte tous au niveau européen de retirer un 0 sur notre fiche de paye, et c'est pas au franc-brun que vous trouvez les plus gros salaires, mais s'ils acceptent tous de retirer un 0 sur leur fiche de paye, moi j'ai pas de problème à ce que les droits télé aussi soient 2 fois ou 3 fois moindres. Et on rappellera quand même au passage que la RTBF vient de signer un accord avec DAZN, donc on aura droit au résumé en clair et à une partie des images en clair pour ceux qui veulent avoir l'essentiel du foot. Vous avez encore 1 minute pour nous, Georges Boucher, parce qu'on aimerait ce soir créer la rencontre entre la politique d'un côté et la science de l'autre. Vous allez pouvoir vous asseoir à côté du professeur Bouchella. Place, si vous le voulez bien, à l'info de dernière minute. Ben je la connais pas, l'info de dernière minute. Moi aussi, vous la connaissez. Ah oui, c'est celle-là. L'info de dernière minute, parce que nous voulions absolument revenir ce soir sur cette image qu'on a vue à Walibi. L'image de vous, en compagnie de Bart de Wever. C'est une véritable histoire d'amitié, voire peut-être même une histoire d'amour. On vous a senti plus proche que jamais. Avant d'entendre la science sur le sujet, parce que figurez-vous que la science a quelque chose à dire là-dessus, je voudrais un mot pour qualifier cette relation. Aujourd'hui, Bart de Wever et vous êtes amis, confrères, collègues, autre chose ? Ah, ça c'est une excellente question. Comment qualifier ? C'est beaucoup plus que collègues. Amis, c'est toujours particulier, mais c'est vraiment une communion de pensée. Donc, oui, on arrive à se comprendre sans se parler. Communion de pensée, ça tombe très bien. Parce que le professeur Bouchella s'est intéressé à votre relation en disant « Nous sommes face au phénomène scientifique de la résonance ». Résonance entre Georges-Louis Boucher d'un côté et Bart de Wever de l'autre. Professeur, dites-nous tout sur ce phénomène scientifique. Eh bien, c'est assez simple. Ici, vous avez 2 diapasons. Et par exemple, vous pourrez appeler ce diapason le diapason Monsieur Boucher. Et ça, c'est le diapason Monsieur de Wever. Eh bien, nous allons montrer sous vos yeux ébahis qu'en faisant vibrer un diapason, sans toucher, l'autre diapason va se mettre à vibrer. Because la résonance. Alors, attendez. Ah, ça, mais ça marche dans l'autre sens aussi, hein. Et donc, le phénomène de résonance stipule que si vous réussissez à faire vibrer un objet dans sa fréquence propre de résonance, eh bien, même sans contact physique, because les ondes se propagent dans l'air, on peut le faire résonner. Et donc ici, ça peut être une résonance. C'est magnifique, le phénomène de la résonance. On se dit que c'est parfait. Est-ce qu'il peut être, à un moment donné, abîmé, endommagé par quelque chose ? Il peut être endommagé. Histoire de prévenir Georges-Louis Boucher. Parce que c'est notamment pour cette raison-là que, par exemple, les troupes, lorsqu'elles passent sur un pont, doivent casser le rythme du pas pour ne pas rentrer éventuellement en résonance
résonance avec le pont et le faire s'effondrer. Et c'est pour ça que les troupes ne marchent pas au pas cadencé lorsqu'elles passent sur un pont pour éviter, le cas échéant, c'est pas qu'elles le font systématiquement, mais c'est pour éviter, le cas échéant, d'entrer en résonance. Pour la petite histoire, moi qui étais étudiant en physique, on s'amusait en première année en physique en faisant rentrer le résonance, le bus 71. Donc on sautait à 10-15 étudiants dans le bus et le chauffeur était obligé de l'arrêter parce que le bus, il bondissait, il faisait 2 mètres du sol et le chauffeur nous foutait dehors. Le professeur Bouchela qui ouvrira bientôt un cabinet de conseil politique. Je sais pas ce que vous en pensez, Georges-Louis Boucher, mais là, c'est la démonstration par A plus B. Franchement, c'est la meilleure démonstration. Non, vraiment, c'est la meilleure illustration de notre relation. C'est-à-dire, il y a un événement, par exemple, j'analyse, je pense à un truc, globalement, 99% du temps, il doit penser la même chose. Oh, incroyable. Et la science a résumé ce soir la relation entre Georges-Louis Boucher et Barthe de Wever de l'autre. Oui. Sauf le fédéralisme. Mais encore, il en parle beaucoup moins. Oui. Donc là, je ne sais pas voir les différences de résonance. Oui, c'est extraordinaire. Nous avons la démonstration par la science ce soir qu'une relation politique s'est bel et bien créée entre deux hommes. Merci Georges-Louis Boucher de venir nous voir en tant que président des Francs-Borins et aussi un petit peu en tant que président du MR. Juste avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur le programme télé du soir qui nous est offert par Anna. Bonsoir Anna. Salut Thibaut. Ce soir sur LN24, préparez vos valises et vos cœurs sensibles. 19h20. Échappée Belle nous embarque en Bavière entre château de contes de fées et paysages qui feraient pâlir Instagram. À 20h20, on change totalement d'univers avec une femme d'honneur parce que parfois la justice, c'est aussi une affaire de flair. Et à 22h, ne bougez surtout pas. Le Monde ou rien avec Nicolas Pipin. Autant vous dire que là, c'est pas la Bavière, mais c'est tout aussi mouvementé. Merci Antonin, merci Carole, merci professeur, merci président d'être passé nous voir. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Échappée Belle. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut.